Une scène réaliste et émouvante dans une ruelle sombre de Paris, sous une pluie fine, où 3 personnages se tiennent dans une lumière tamisée. Camille Dubois, une femme française de 32 ans, lesbienne, au visage marqué par la douleur mais rayonnant de détermination, porte un manteau usé et tient un parapluie abîmé. Ses cheveux châtains sont mouillés, collés à son front, ses yeux bruns reflétant une résilience farouche. À ses côtés, Min-ji Park, une adolescente coréenne de 16 ans, vivant en France, tremblante, avec des cheveux noirs en désordre et un regard apeuré mais plein d'espoir, s'accroche à Camille. Dans les bras de Camille, un bébé d'origine coréenne, Hee-jin, âgé de 6 mois, enveloppé dans une couverture, dort paisiblement malgré le chaos. La scène capture leur lien naissant, mêlant désespoir et chaleur humaine, avec des tons gris et bleus pour souligner l'émotion brute et la tension dramatique. La fille lesbienne abandonnée sauva une adolescente et un bébé. Personne n'attendait ce lien de sang. Sous une pluie battante, dans une ruelle oubliée du 18e arrondissement de Paris, une silhouette courbée luttait contre le vent. Camille Dubois, 32 ans, serrait son vieux manteau contre elle, son cœur aussi lourd que les gouttes qui s'écrasaient sur le pavé. Abandonnée par sa famille à 20 ans pour avoir aimé une femme, elle avait appris à survivre dans l'ombre, mais ce soir, un cri perça la nuit et changea tout. Camille s'arrêta net. Le son, aigu et désespéré, venait d'une poubelle renversée à quelques mètres. Son instinct la poussa à courir, ignorant la morsure du froid. Là, dans l'obscurité, elle trouva une adolescente, trempée, les joues striées de larmes, serrant un bébé contre sa poitrine. La jeune fille, Min-ji Park, 16 ans, une Coréenne arrivée en France avec ses parents il y a 5 ans, semblait brisée, ses yeux noirs pleins de terreur. Le bébé, une petite fille prénommée Hee-jin, âgée de 6 mois, gémissait faiblement, emmitouflée dans une couverture trop fine pour la protéger du froid. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Camille, sa voix douce mais ferme, tentant de masquer sa propre panique. Min-ji, tremblante, murmura « Ils m'ont chassé mes parents à cause de ça ». Elle désigna le bébé, puis baissa les yeux, honteuse. Camille comprit immédiatement. Ce n'était pas seulement une adolescente en fuite. C'était une histoire de rejet, de secret, et peut-être de quelque chose de plus profond. Sans réfléchir, elle tendit son parapluie au-dessus d'eux, un geste futile sous la pluie, mais un symbole de protection. « Viens avec moi », dit-elle simplement. Camille les emmena dans son petit appartement, un studio délabré dans un immeuble ancien. Les murs étaient fissurés, le chauffage à peine fonctionnel, mais c'était un refuge. Elle alluma une lampe, révélant un espace modeste. Un lit simple, une table encombrée de livres, et une vieille photo d'elle avec une femme, son premier amour, brisé par la vie. Min-ji, encore méfiante, s'assit sur une chaise, berçant Hee-jin, qui s'était endormie. Camille prépara du thé, ses mains tremblantes. Elle connaissait ce regard dans les yeux de Min-ji, celui de quelqu'un rejeté pour qui il était. « Raconte-moi » dit Camille doucement, posant une tasse fumante devant l'adolescente. Min-ji hésita, puis les mots jaillirent comme une digue rompue. En Corée, sa famille était traditionnaliste, ancrée dans des valeurs rigides. Lorsqu'ils avaient immigré en France, elle avait cru pouvoir respirer, être libre. Mais à 15 ans, elle était tombée amoureuse d'une fille à l'école, une relation secrète qui avait mal fini. Quand ses parents avaient découvert qu'elle était lesbienne, ils l'avaient humiliée, menacée. Et puis, il y avait Hee-jin. Min-ji révéla que le bébé était sa petite sœur, née d'une mère épuisée et d'un père autoritaire. Lorsque Min-ji avait tenté de protéger Hee-jin d'une dispute familiale violente, ses parents l'avaient chassée, la tenant pour responsable de leur honte. Camille écoutait, le cœur serré. Elle revoyait son propre passé, les cris de sa mère, les silences de son père, la porte claquée lorsqu'elle avait avoué aimer une femme. Elle n'avait que 20 ans alors, et le monde lui avait semblé s'effondrer. Pourtant, elle avait survécu, trouvé du travail comme libraire, et construit une vie, même fragile. En regardant Min-ji, elle voyait une version plus jeune d'elle-même, mais aussi une chance de faire ce qu'on ne lui avait jamais offert, une main tendue. Les jours suivants furent un tourbillon. Camille, malgré ses maigres ressources, acheta du lait pour Hee-jin et des vêtements d'occasion pour Min-ji. Elle contacta une association locale pour les jeunes en difficulté, mais Min-ji refusait de s'y rendre,
terrifiée à l'idée qu'on lui prenne sa sœur. Camille comprenait. Elle-même avait fui les systèmes, méfiante envers les institutions. Mais la situation était précaire. Minji n'avait aucun papier, et Ijin avait besoin de soins. Camille commença à enquêter discrètement sur la famille de Minji, espérant une solution. Un soir, alors que la pluie cessait enfin, Minji s'ouvrit davantage. Assise sur le canapé, elle confia à Camille son rêve de devenir artiste, de peindre des histoires qu'elle n'osait raconter. Camille, touchée, lui montra ses propres carnets, remplis de poèmes qu'elle écrivait en secret. Une connexion naquit, fragile mais réelle, comme un pont entre deux âmes blessées. Pourtant, Camille sentait une ombre planer. Pourquoi les parents de Minji avaient-ils abandonné leurs deux filles? Et pourquoi ce bébé semblait-il si important pour Minji? La vie dans le petit appartement de Camille devint un équilibre fragile entre espoir et incertitude. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer un biberon pour Ijin, tandis que Minji, encore épuisé par ses nuits agitées, apprenait à faire confiance. Camille, avec sa patience infinie, devenait un pilier pour l'adolescente, mais elle sentait le poids de la responsabilité. Elle n'était pas préparée à être une mère de substitution, encore moins pour deux âmes perdues. Au travail, dans la librairie poussiéreuse où elle passait ses journées, Camille cherchait des réponses. Elle fouilla des registres publics en ligne, espérant retrouver la trace des parents de Minji. Elle découvrit que la famille Park vivait dans un quartier modeste de Paris, mais les informations s'arrêtaient là. Un collègue, Étienne, remarqua son air préoccupé. « Tu portes le monde sur tes épaules, Camille », dit-il avec un sourire triste. Elle esquiva, incapable de partager son secret. Étienne, un homme doux d'une quarantaine d'années, avait toujours été un ami discret, mais elle craignait de l'impliquer dans une situation aussi complexe. Un soir, alors que Minji dessinait sur un carnet que Camille lui avait offert, un coup à la porte fit sursauter les deux femmes. C'était une voisine, Madame Leclerc, une vieille dame curieuse qui avait entendu les pleurs du bébé. « Vous avez de la visite, Camille ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. Camille, nerveuse, inventa une histoire de cousine éloignée, mais elle savait que le temps jouait contre elle. Les murmures dans l'immeuble commençaient à se répandre, et elle redoutait que quelqu'un alerte les autorités. Minji, de son côté, oscillait entre gratitude et peur. Elle s'attachait à Camille, admirant sa force tranquille, mais elle craignait de lui causer des ennuis. Une nuit, alors que Ijin dormait, elle confia un secret plus lourd. « Mes parents, ils ne voulaient pas de Ijin, » murmura-t-elle. « Ma mère disait qu'elle était une malédiction, à cause de moi. Ils disaient que j'avais apporté la honte sur eux, et que Ijin était un rappel. » Camille, horrifiée, sentit une colère monter en elle. Comment pouvait-on rejeter un enfant innocent? Elle serra Minji dans ses bras, un geste qu'elle n'avait pas osé faire jusque-là. Le lendemain, Camille prit une décision risquée. Elle emmena Minji et Ijin à une clinique associative où une médecin compatissante, Dr. Sophie Martin, examina le bébé. Ijin était en bonne santé, mais légèrement sous-alimentée. Sophie, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, posa des questions. Camille resta vague, mais Sophie sembla comprendre. « Si vous avez besoin d'aide, je connais des gens, » dit-elle. Camille hocha la tête, reconnaissante, mais son cœur battait fort. Chaque pas vers l'extérieur exposait leur fragile trio. De retour à l'appartement, Minji montra à Camille un dessin, un portrait d'elle trois, entouré d'un ciel étoilé. « C'est ce que je ressens avec toi, » dit-elle timidement. Camille, émue, sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Mais cette chaleur fut vite éclipsée par une découverte troublante. En fouillant dans les affaires de Minji pour laver ses vêtements, Camille trouva un bracelet en tissu, brodé d'un nom, Ijin Dubois. Dubois, son propre nom de famille. Son sang se glaça. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il un lien qu'elle n'avait pas encore compris? Le bracelet devint une obsession pour Camille. Dubois était un nom courant en France, mais sa présence sur un objet appartenant à Ijin semblait trop étrange pour être ignorée. Elle n'en parla pas à Minji, de peur de l'effrayer, mais elle commença à fouiller dans son propre passé. Avait-elle une famille éloignée dont elle ignorait l'existence? Ses parents, après l'avoir rejetée,
avait coupé tout contact. Elle n'avait jamais su s'ils avaient eu d'autres enfants ou s'ils s'étaient installés ailleurs. Les jours passaient, et la vie avec Minji et Hee-jin s'installait dans une routine précaire. Camille apprenait à calmer les pleurs du bébé, tandis que Minji trouvait du réconfort dans ses dessins. Mais la tension montait. Une lettre anonyme glissée sous la porte avertissait « On sait que vous cachez quelque chose ». Camille, terrifiée, renforça la sécurité de son appartement, mais elle savait que le temps pressait. Elle devait découvrir la vérité sur Hee-jin et sur les parents de Minji. Un après-midi, elle rendit visite à une ancienne amie, Claire, une travailleuse sociale qui avait aidé Camille à ses débuts difficiles. Claire, une femme énergique d'une trentaine d'années, écouta son histoire avec attention. « Tu joues avec le feu, Camille, » dit-elle. « Si les autorités découvrent que tu héberges une mineure sans déclarer, tu risques gros. » Mais elle promit de faire des recherches discrètes sur la famille Park. En attendant, elle conseilla à Camille de parler à Minji, de creuser son histoire. Ce soir-là, Camille s'assit avec Minji. « Parle-moi de tes parents. »« Tout ce que tu sais, » demanda-t-elle doucement. Minji, hésitante, raconta que son père, un homme d'affaires coréen strict, avait épousé une Française, Élise, après s'être installé à Paris. Élise, la mère de Minji, était une femme fragile, soumise à son mari. Minji ne savait presque rien de la famille d'Élise, sauf qu'elle venait d'une petite ville du sud de la France. Camille sentit un frisson. Son propre père était originaire d'une ville similaire. Était-ce possible? Le lendemain, Claire appela avec une nouvelle troublante. Elle avait retrouvé une trace des Park dans un centre communautaire coréen à Paris. Selon une connaissance, Élise Park, née Élise Dubois, avait une sœur aînée qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une sœur qui avait été reniée par sa famille. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Élise Dubois. Sa sœur cadette, qu'elle n'avait pas vue depuis ses 20 ans, lorsqu'elle avait été chassée de chez elle. Était-il possible que Minji soit sa nièce? Et Hee-jin, sa propre sœur? Camille garda le secret pour elle, ne voulant pas bouleverser Minji sans preuve. Mais l'idée qu'elle pouvait être liée à ces deux âmes par le sang changea tout. Elle se mit à observer Hee-jin, cherchant des ressemblances avec sa propre famille. Les yeux du bébé, d'un brun profond, lui rappelaient ceux de sa mère. Était-ce son imagination? Elle devait en avoir le cœur net. Camille passa des nuits blanches, déchirée entre l'espoir et la peur. Si Minji et Hee-jin étaient vraiment sa nièce et sa sœur, cela signifiait que sa propre famille, qu'elle avait fui des années auparavant, était à l'origine de leur douleur. Elle se souvenait d'Élise, sa petite sœur, une adolescente douce et timide à l'époque. Comment était-elle devenue cette mère qui abandonnait ses enfants? Et pourquoi Hee-jin portait-elle un bracelet avec le nom Dubois? Elle décida de confronter le passé. Avec l'aide de Claire, elle retrouva l'adresse des Park dans un quartier populaire de Paris. Elle n'en parla pas à Minji, craignant sa réaction. Un matin, elle confia Hee-jin à une amie de confiance, une ancienne collègue de la librairie, et partit seule. L'appartement des Park était modeste, mais la porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un venait de partir précipitamment. Camille entra, le cœur battant. À l'intérieur, elle trouva des photos, Minji enfant, souriante, aux côtés d'une femme qui ressemblait à une version plus âgée d'Élise. Une autre photo montrait d'Élise enceinte, le regard vide. Camille sentit une boule dans sa gorge. Puis, elle tomba sur un vieux carnet, rempli de lettres non envoyées, adressées à Camille. Les mots d'Élise étaient déchirants. Elle s'excusait d'avoir laissé leur famille la rejeter, d'avoir été trop faible pour la défendre. Elle parlait d'un mariage arrangé avec un homme coréen, d'une vie de soumission et d'une honte qui la rongeait. Camille quitta l'appartement, bouleversée. Elle savait maintenant qu'Élise était bien sa sœur, mais elle ignorait où elle se trouvait. De retour chez elle, elle trouva Minji en larmes. « Tu es partie sans rien dire » cria l'adolescente. Camille, submergée, lui raconta tout, le bracelet, les recherches, la vérité possible. Minji, d'abord incrédule, éclata en sanglots. « Tu es ma tante » demanda-t-elle, la voix brisée. Camille hocha la tête, incapable de parler. Leur lien, désormais évident,
renforça leur détermination. Camille promit de protéger Minji et Hijin, quoi qu'il arrive. Mais une nouvelle menace surgit. Un homme, se présentant comme un cousin des Park, frappa à la porte. Il exigeait de récupérer Hijin, prétendant que la famille voulait réparer ses erreurs. Camille, méfiante, refusa. L'homme partit, mais son regard glacial la hanta. Elle savait qu'il reviendrait. Les jours suivants furent une course contre la montre. Camille, Minji et Hijin vivaient dans l'angoisse, craignant que la famille Park ou les autorités ne les retrouvent. Camille contacta une avocate, Laura Dupont, spécialisée dans les droits des mineurs. Laura, une femme vive et passionnée, promit de les aider à obtenir une garde temporaire pour Hijin, mais elle avertit Camille. Sans preuve solide de ton lien avec elle, ça sera difficile. Camille plongea dans ses souvenirs, cherchant des documents qui pourraient prouver sa parenté avec Élise. Elle retrouva une vieille lettre de sa mère, datant de l'époque où elle avait été chassée. La lettre mentionnait Élise, encore adolescente, et une photo de famille où elles apparaissaient toutes les deux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Elle envoya les documents à Laura, espérant un miracle. Pendant ce temps, Minji s'épanouissait malgré la peur. Elle passait des heures à dessiner, créant des œuvres vibrantes qui exprimaient son amour pour Hijin et sa gratitude envers Camille. Une nuit, elle tendit un dessin à Camille, un portrait d'elle trois, main dans la main, sous un ciel arc-en-ciel. « C'est toi qui m'as appris à ne pas avoir honte », murmura-t-elle. Camille, émue, sentit une nouvelle force naître en elle. Mais le danger se rapprochait. Le cousin des Park, un homme nommé Jehoon, revint avec une assistante sociale. Ils exigèrent de voir Hijin, prétendant que Minji était instable et que le bébé devait être placé en foyer. Camille, furieuse, s'interposa. « Elle reste avec moi », déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. L'assistante sociale, troublée, promit de revenir avec un mandat. Camille savait qu'elle devait agir vite. Elle organisa une rencontre avec Claire et Laura pour élaborer un plan. Laura suggéra de retrouver Élise, qui pourrait confirmer leur lien. Camille, bien que réticente à affronter sa sœur, accepta. Avec l'aide d'un contact de Claire dans la communauté coréenne, elles localisèrent Élise dans un refuge pour femmes à Paris. Camille s'y rendit seule, le cœur lourd. Le refuge était un lieu austère, mais chaleureux. Camille trouva Élise dans une petite pièce, le visage marqué par la fatigue. Sa sœur, autrefois si lumineuse, semblait brisée. « Camille » murmura Élise, les yeux pleins de larmes. Les deux femmes s'enlacèrent, des années de douleur s'effaçant dans cet instant. Élise raconta son histoire, un mariage forcé, un mari violent, et une famille qui l'avait rejetée après la naissance de Hijin. Elle avait fui, laissant Minji et le bébé derrière elle, incapable de les protéger. Camille, partagée entre la colère et la pitié, lui parla de Minji et Hijin. Élise sanglota, jurant qu'elle voulait les récupérer, mais qu'elle n'avait pas la force. « Je ne suis pas une bonne mère », dit-elle. Camille, malgré sa propre douleur, lui tendit la main. « On va les sauver ensemble », promit-elle. De retour à l'appartement, Camille réunit Minji et Élise. La rencontre fut déchirante. Minji, d'abord furieuse, finit par pardonner sa mère, touchée par sa fragilité. Ensemble, elles décidèrent de se battre pour garder Hijin. Laura déposa une demande officielle de garde, utilisant les documents de Camille et le témoignage d'Élise pour prouver leur lien familial. Mais Jehoon, le cousin, ne lâchait pas prise. Il revint avec un avocat, affirmant que la famille Park voulait Hijin pour des raisons culturelles. Camille, Minji et Élise s'unirent, refusant de céder. Lors d'une audience tendue, Laura présenta leur dossier, insistant sur le droit de Minji à vivre dans un environnement aimant et sur le lien de sang entre Camille et Hijin. Le juge, ému par leur histoire, accorda une garde temporaire à Camille, en attendant une enquête plus approfondie. Les mois qui suivirent furent un nouveau départ. Camille, Minji, Hijin et Élise emménagèrent dans un appartement plus grand, grâce à l'aide de Claire et de l'association. Élise, soutenue par une thérapie, retrouva peu à peu sa force. Minji,
désormais inscrite dans une école d'art, exposa ses dessins dans une galerie locale, où un portrait d'elle, Camille et Hygiène, attira l'attention. Camille, quant à elle, trouva un nouvel amour, Sophie, la médecin de la clinique, qui avait suivi leur histoire avec admiration. Leur lien de sang, autrefois une source de douleur, devint un symbole d'espoir. Camille, qui avait été abandonnée pour son identité, avait sauvé sa nièce et sa sœur, prouvant que l'amour véritable transcende les préjugés. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles depuis leur balcon, Minji murmura « Tu m'as appris qu'on peut être soi-même, même quand le monde dit non. » Camille sourit, les larmes aux yeux. Elles étaient une famille, imparfaite mais unie, sous le ciel de Paris. Leur histoire, marquée par le rejet, la résilience et la rédemption, devint un témoignage d'espoir pour d'autres. Minji, désormais confiante, commença à écrire un livre sur leur parcours, dédié à Camille, la femme qui avait transformé leur désespoir en lumière. Et Hygiène, riant dans les bras de sa sœur, grandissait entourée d'amour, loin des ombres du passé.